Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le verdict de l'affaire Bukanga-Lonzo est enfin tombé. L'ex-premier ministre Matata Ponyo a été condamné à 10 ans des travaux forcés, à son inéligibilité pour 5 ans et son arrestation immédiate par la Cour constitutionnelle. On en parle dans cette édition. Et puis, les usagers de l'avenue du Flambeau, dans la commune de Barumbu, lancent un cri d'alarme quant à l'état de dégradation avancée de cette route, une situation qui entrave la circulation des véhicules et piétons. Et à l'international, afin de dynamiser leurs relations bilatérales établies il y a 50 ans, le Mozambique et l'Angola ont signé un ensemble de 5 accords sectoriels. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition. Je l'ai dit au tout début, Matata Ponyo a été condamné ce mardi 20 mai à 10 ans des travaux forcés, à son inéligibilité pour 5 ans et à son arrestation immédiate par la Cour constitutionnelle. La Cour a également ordonné la saisie de ses biens. Il a été reconnu coupable de détournement de 156 849 413 dollars américains avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, des fonds destinés au développement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo dans l'est de Kinshasa et de 89 millions de dollars avec le prévenu sud-africain Gobler. Je vous propose de suivre l'extrait de l'arrêt rendu par le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamuleta. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de 156 849 413 dollars américains mis à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christostéphanous condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo de Ogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christostéphanous ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée. Au
Au-delà des aspects purement juridiques, le procès Matata Ponyo avait suscité des réactions au sein de la classe sociale et politique, particulièrement sur le plan institutionnel, notamment sur les immunités parlementaires du député national Augustin Matata Ponyo, frôlant une crise entre institutions de la République. Retour sur ce feuilleton politico-judiciaire avec José Junior Ouawa. La condamnation de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans le cadre du dossier Boukangalonzo pourrait raviver les tensions latentes entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Au cœur du différend, la question de l'immunité parlementaire. Alors que l'Assemblée nationale estimait qu'une demande formelle de levée d'immunité devrait précéder toute poursuite contre les députés Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle a choisi d'aller jusqu'au bout du procès, évoquant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Ce bras de fer institutionnel et son précédent relèvent une divergence d'interprétation profonde sur le rôle et les limites de chaque pouvoir. Pour l'Assemblée nationale, poursuivre Matata Ponyo sans une demande de levée de ses immunités en tant que député national constitue un empiétement sur ses prérogatives constitutionnelles. Du côté de la Cour constitutionnelle, son président, dans une lettre adressée à la Chambre basse du Parlement, a soutenu que Matata Ponyo ayant déjà comparu, il n'était plus nécessaire de solliciter à nouveau une levée d'immunité. Avec cette condamnation, plusieurs scénarios s'ouvrent. Le premier et le plus inquiétant serait une escalade institutionnelle débouchant sur une crise de légitimité mutuelle, chaque pouvoir contestant la validité de décisions de l'autre. Un deuxième scénario, plus équilibré cette fois-ci, verrait l'ouverture d'un dialogue interinstitutionnel, voire une révision de certains mécanismes de procédure pénale relatifs aux immunités parlementaires. Enfin, un troisième scénario qui pourrait voir le Parlement recourir à deux moyens politiques pour réaffirmer son autorité, par exemple en révisant la loi organique sur la Cour constitutionnelle ou en renforçant ce mécanisme de contrôle. Quoi qu'il en soit, cette affaire ouvre un débat essentiel. Comment concilier la nécessité de lutter contre l'impunité et le respect rigoureux des procédures constitutionnelles? La réponse à cette question déterminera l'avenir de relations entre les deux piliers majeurs de l'État congolais. À défaut de clarification, l'équilibre institutionnel déjà fragile en République démocratique du Congo risque de basculer davantage. Nous approfondissons davantage ce sujet sur l'affaire Boukangalonzo avec un invité ce soir. Il s'agit de Maître Moïse Pika. Il est avocat. Il est aussi avec nous sur ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Madame Damani. Alors Maître Moïse Pika, le verdict est connu. Alors on aimerait savoir quelle est votre lecture quant à la condamnation de Matata Ponyo par la Cour constitutionnelle, étant donné que vous êtes avocat. D'abord, je dirais que c'était un procès historique. Et étant donné que dans notre pays, vous le savez, il y a des décennies, un Premier ministre n'a été jamais poursuivi, ni condamné par la justice congolaise, comme on l'a toujours pensé et dit. Et un président de la République non plus, n'en parlons même pas. Ouais. Bon, là, peut-être nous avons, à la prochaine fois, on va parler du dossier Joseph Kabila, mais aujourd'hui, c'est Matata Ponyo. Ce que j'ai aimé dans ces procès, c'est que la Cour constitutionnelle a abondamment ou surabondamment motivé son arrêt. Parce que, constitutionnellement parlant, lorsque une juridiction saisit pour une affaire pénale ou quoi, ou autre, et la décision de la juridiction saisie en telle ou à telle autre matière doit être motivée. Donc, la Cour constitutionnelle a vraiment surabondamment motivé sa décision. Je sais qu'il n'y aura pas les uns ou les autres, les politiciens surtout ne manqueront pas à penser que c'était un procès politique et qu'il y a des problèmes entre la Cour constitutionnelle et Matata Ponyo, entre les pouvoirs en place et Matata Ponyo. Moi, j'ai dit que sur base du principe de la séparation des pouvoirs, la justice congolaise a fait son travail. Et comme vous le savez, constitutionnellement parlant, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne fait pas débat ou ne fait des sujets à aucun recours. Donc, les prévenus condamnés à ces sujets seront obligés d'exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Alors, maître, quelles en seront les retombées alors que nous savons que l'Assemblée nationale avait refusé justement de lever l'immunité de Matata Ponyo, accusant, si on peut le dire comme ça, la Cour constitutionnelle de ne pas respecter ce que disait la loi. Merci beaucoup sur la question des immunités de M. Matata Ponyo, aujourd'hui déjà condamné par la Cour constitutionnelle. Il y a trois choses, madame. Ouais. Nous devons d'abord savoir c'est quoi les immunités. Les immunités, en fait, c'est l'ensemble des prérogatives qui protègent une fonction. Les immunités ne protègent pas l'individu, bien que c'est l'individu qui exerce, n'est-ce pas, la fonction. Mais dès lors que vous ne bénéficiez pas des immunités, donc vous pouvez facilement être poursuivi par la justice. Nous le savons. Rappelez-vous que ce procès Matata Ponyo a presque pris 4 ans. Ouais. Ça a commencé lorsque Matata Ponyo était sénateur. Déjà à son temps, le procureur général près la Cour de cassation avait demandé au Sénat, n'est-ce pas, de lever les immunités de Matata Ponyo. Et les immunités de Matata Ponyo ont été levées. Et sur base, parce que apparemment on risque de penser qu'il y a bras de fer, n'est-ce pas, entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Non, il n'y a pas bras de fer. Pourquoi? Parce que déjà, en son temps, le Sénat avait levé les immunités de Matata Ponyo. Et c'est sur base du principe de la continuité de la procédure judiciaire et sur base du principe de rétroactivité que le dossier a continué. Parce que le dossier était déjà pendant. Ouais. Le dossier était déjà pendant. Les immunités de Matata Ponyo étaient déjà levées. Matata Ponyo commençait déjà à être poursuivi alors qu'il n'était même pas candidat aux élections législatives. C'est Matata Ponyo, lui, qui avait écrit, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle pour qu'il soit permis de battre campagne comme candidat président de la République et peut-être devenir président ou pas, mais déjà, il avait écrit à la Cour constitutionnelle. Alors, il n'est pas devenu président, même s'il est devenu président de la République, mais il n'est pas été élu comme président de la République. Mais déjà, en son temps, le Sénat avait levé les immunités. Et aujourd'hui, les mêmes procureurs n'étaient pas obligés, disons ça comme ça, les mêmes procureurs n'étaient pas obligés, n'est-ce pas, de faire une seconde demande à l'Assemblée nationale pour que les immunités de Matata Ponyo comme député national soient levées, alors que ces immunités comme sénateur étaient déjà levées lorsqu'il était sénateur, et que sur base des principes de la continuité de la procédure judiciaire et sur base du principe de la rétroactivité, que le dossier, n'est-ce pas, a continué jusqu'à être condamné aujourd'hui. Donc, il n'y a pas bras de fer, il n'y a pas problème là qu'on en fasse un problème que le président de l'Assemblée nationale a rappelé au procureur général pour la Cour de cassation qu'il fallait commencer, n'est-ce pas, par solliciter la levée des immunités parlementaires. Moi, j'ai dit, bon, peut-être le président de l'Assemblée nationale, en tant que député national, s'est vu dans l'obligation d'écrire. Mais la Cour constitutionnelle ou les parquets près la Cour constitutionnelle n'étaient pas obligés de solliciter la seconde levée des immunités, étant donné que le dossier, lorsqu'il a commencé, Matata Ponyo n'était pas député national. Voilà, très rapidement, maître, une dernière question. On ne va pas se voiler la face quand même, après que ce verdict soit tombé, il y aura quand même des tensions au niveau politique dans notre pays. Alors, est-ce que vous pensez que le président de la République pourrait intervenir dans cette affaire, étant donné qu'il est garant du bon fonctionnement du pays? Madame, je suis acteur politique, mais je suis bien plus avocat. Okay. Et ici, j'interviens en tant qu'avocat. Il est des principes, nous savons tous que les principes de la séparation des pouvoirs opèrent à l'heure actuelle dans tous les États du monde. Donc, voir les chefs de l'État interférer dans les affaires judiciaires, je ne vois plus. Donc, il ne faut pas qu'on fasse penser aux gens que le président aurait intervenu, et qu'il y aurait des interventions un peu partout pour que Matata Ponyo soit condamné par la Cour constitutionnelle. Moi, je ne pense pas. Et ce qui choque, vous savez ce qui choque? Pas seulement ce qui me choque, mais ce qui choque plus la population, c'est que lorsque un officiel détourne l'argent de la République, là, les détournements n'est pas ou ne sont pas politiques. Mais lorsque seulement on commence à poursuivre judiciairement, là, la politique, on commence à dire non, c'est un procès politique, non. Mais lorsque les détournements s'opéraient, il n'y avait pas de détournement politique. Ça choque l'opinion, ça choque la population. Toute personne peut être poursuivi lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis les infractions. Et aujourd'hui, Matata Ponyo et Deogracias Mutombo ainsi que M. Gobler
ont été tous condamnés Matata Mponyo à 10 ans à 10 ans de travaux forcés. Oui. Et les deux autres à 5 ans de travaux forcés avec confiscation bien sûr des biens, de leurs biens et des biens qui ont été, n'est-ce pas, qui ont été recueillis par les détournements, par l'argent des détournements. Donc, qu'on ne parle pas de procès politiques, parce que lorsqu'on détournait, il n'y avait pas de détournement politique pour qu'aujourd'hui on puisse nous parler des procès politiques et que le chef de l'État va intervenir. Non, la justice est indépendante, elle a fait son travail, il appartient à ceux qui ont été condamnés de respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et nous félicitons tout simplement parce que si hier dans notre pays, un premier ministre, un président de la République ancien, un ministre ou qui que ce soit ne pouvait pas être poursuivi judiciairement ou condamné, mais les choses évoluent, les choses changent et les choses doivent changer. Voilà, merci à vous, Maître Moïse Pika, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait. Poursuivons avec l'actualité, clôture du séminaire de formation du personnel du Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle, sur la gestion axée sur les résultats et le pilotage de la performance. Débuté le mercredi 7 mai dernier, il a pris fin ce mardi 20 mai 2025, organisé par Washington International Management Institute avec le traditionnel soutien du FPI. Ce séminaire de 14 jours a été clôturé par le directeur des ressources humaines, Christian Ombilingo, au nom de Bertha Mudimuchi Sekidi, ci-devant directeur général de cet établissement public. Détails supplémentaires avec Dieudonné Boinali. Débuté le mercredi 7 mai dernier, le séminaire de formation du personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle sur la gestion axée sur les résultats a pris fin ce mardi 20 mai 2025 à Kinshasa, organisé par Washington International Management Institute. Avec la bénédiction du FPI, ce séminaire de 2 semaines a été clôturé par le directeur des ressources humaines, Christian Ombilingo, au nom de Bertin Mudimuchi Sekedi, ci-devant directeur général de cet établissement public empêché. Mais à quoi consistait ce séminaire de formation? La session en question était basée sur une formation sur le GAR, dont la gestion axée sur les résultats et le pilotage de performance. En fait, c'est en collaboration avec une firme internationale, mais qui est dirigée par un digne fils congolais et installé aux États-Unis, qui s'appelle Washington Institute Management International, donc en fait SWIMI, qui y est spécialisé dans le renforcement des capacités du personnel des institutions, des entreprises, des établissements publics. Alors, notre direction générale, à travers son directeur général, a voulu bien donner cette formation à nos agents afin de renforcer leurs capacités et leur permettre d'être à la page sur les questions liées à la recherche du résultat. Mais qu'en pensent les pouvoirs organisateurs? Tout le monde est hautement satisfait des prestations pendant ces 2 semaines. Je ne suis pas étonné parce que c'est ça, oui. C'est ça que nous sommes en train de faire pendant pratiquement 30 ans à travers le monde. Chaque fois, après une formation, c'est le langage que nous venons de suivre. D'une audience totalement satisfaite par rapport, n'est-ce pas, aux thématiques qui ont été présentées et discutées. Alors, c'est pour moi, n'est-ce pas, un motif de grande satisfaction, encore une fois, pour la pertinence de nos formations. Parce que s'ils sont contents, c'est parce que la formation a touché, n'est-ce pas, leurs besoins. L'introduction de cette approche au sein d'une institution stratégique comme le Fonds de promotion de l'industrie témoigne de la volonté des plus hautes autorités de doter notre administration d'outils à la hauteur des ambitions de développement industriel de notre pays. Elle invite chacun d'entre nous à une profonde remise en question de nos pratiques en vue d'une amélioration continue et durable de nos performances. À cet égard, je voudrais, au nom de l'ensemble des bénéficiaires de cette formation,
saluer la qualité de l'enseignement dispensé, l'engagement des formateurs, ainsi que l'appui institutionnel qui a rendu cette initiative possible. Nous repartons enrichis des connaissances, mais surtout porteurs d'une responsabilité nouvelle, celle d'être les vecteurs d'une transformation tangible au service de l'intérêt général. D'autres formations similaires vont suivre pour les agents des directions provinciales, dont ceux de Lubumbashi et de Matadi. Les paniers circulent encore. Une importante délégation de la République démocratique du Congo menée par l'autorité des régulations des postes et télécommunications RPTC a représenté lors de la cérémonie d'ouverture par son président Christian Katende et lors de la cérémonie de clôture par sa vice-présidente à la 9e édition du salon Océane baptisé Bongwana, transformons nos défis en opportunités. Cet événement a permis de mettre en lumière la RDC, notamment à travers une journée qui lui a été entièrement dédiée, la DRC Day, placée sous le thème RDC, pays solution au cœur de l'Afrique. Suivant. La 9e édition du Salon Océane, organisée sous le thème « Transformons nos défis en opportunités » a baissé ses rideaux sur une note de satisfaction. 5 startups venues du Gabon, du Cameroun et du Congo ont remporté des prix au Challenge Startup du bassin du Congo. Parmi elles, Mbui Clever Menji, un entrepreneur de la République démocratique du Congo, a remporté le prix Océane Afrique Innove grâce à son projet dénommé Genesis. Car le projet c'est Genesis, un réchaud à induction solaire qui a été conçu pour remplacer le réchaud à gaz qui est très dangereux et devenu très coûteux. Remplacer le réchaud à charbon de bois qu'on appelle chez nous Makala, qui cause la déforestation des plantes, et remplacer le réchaud électrique qui est très coûteux en énergie. La RDC à l'honneur, la vice-présidente de l'ARPTC s'est exprimée en montrant comment ce pays peut être une solution dans le domaine du numérique. La RDC, mon pays, qui fait face à une guerre d'agression, est un pays solution. Océane a donné à la RDC l'écran valorisant pour expliquer cela à travers l'organisation de la RDC Day. Une journée dédiée à mon pays pour expliquer dans quelle manière nous sommes une solution. En saluant le soutien du gouvernement congolais, les efforts des jeunes entrepreneurs et l'appui de ses partenaires, Luc Missidi Banzi a réagi suite aux propositions faites par le gouvernement dans le but de relever les défis du secteur numérique. Grâce aux annonces et à la proposition de Monsieur le ministre, nous allons nous organiser pour vous faire honneur et être à la hauteur de la confiance que vous accordez à l'association pratique et au salon Océane. Nous allons opérationnaliser le fonds Océane qui permettra de financer toutes ces activités que nous menons en faveur de la jeunesse et de ses startups. Dans son mot de clôture, le ministre en charge de l'économie numérique a rappelé l'importance de l'investissement dans la jeunesse pour bâtir un avenir prometteur. Océane 2025 nous l'a démontré. L'Afrique regorge de talents prêts à bâtir l'économie du futur. Les prix décernés aujourd'hui ne sont pas une fin, mais le début d'un parcours que le gouvernement de la République s'engage à accompagner avec détermination à travers des politiques publiques ambitieuses en matière de digitalisation, de labellisation des startups et d'innovation technologique. À retenir, ces lauréats ont reçu chacun plus de 8 millions de francs CFA pour développer leurs projets. Ils participeront également au Grand Salon international de la technologie Vivatech, prévu en France au mois de juillet prochain. Le rendez-vous est pris pour la 10e édition du Salon Océane du 20 au 24 avril 2026 à Brazzaville. Le secteur de la presse en RDC a fait un pas vers la dépénalisation des délits de presse. Un effort d'assainir les médias publics est en cours. C'est le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait ces déclarations. C'était à l'issue de son audition devant les députés membres de la Commission Aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Patrick Mouyaya a dressé un état des lieux de son secteur. Rosie Chioyo. Depuis un certain moment, les députés de la Commission d'aménagement du territoire,
infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication, avait des préoccupations concernant les entreprises dirigées par le ministre, notamment la RTNC, la Renatelsat et l'ACP, mais aussi des inquiétudes sur les fonctionnements généraux du secteur de la communication. Le ministre Mouyaya, conscient de la réalité du secteur dans lequel il a exercé son métier pendant plusieurs années, a répondu très clairement et brièvement aux questions posées lors de son audition par la commission ATI-NTIC en soulignant, au cours de son allocution, les réformes qu'il a apportées dans son secteur. Nous avons apporté des réponses en expliquant notamment notre vision, en tout cas portée par le président de la République, d'abord celle d'assainir les secteurs de médias. Nous avons à ces propos une nouvelle loi depuis le 13 mars 2023 qu'on a baptisée la loi Mouyaya, qui est venue après 26 ans transformer les secteurs parce qu'il reconnaît l'existence de certains autres acteurs qui sont apparus et qui a fait un pas vers la dépénalisation qui est toujours voulue et réclamée par des journalistes, premièrement. Ensuite, nous avons commencé un travail de modernisation de médias publics. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous pouvez constater qu'il y a un effort qui est fait en termes de qualité. Par la même occasion, il a évoqué les difficultés auxquelles est confronté son secteur, notamment la radio-télévision nationale congolaise, en plaidant pour que le gouvernement apporte une aide financière. Nous avons eu l'occasion d'expliquer les efforts que nous faisons pour la collecte de la redevance, qui est un instrument de parafiscalité qui doit nous permettre de financer notamment la télévision nationale. Nous avons fait le point de l'évolution. Nous sommes en phase de conclure avec les télédistributeurs, mais qu'il y a encore d'autres actes générateurs que nous ne pouvons pas véritablement prendre pour le moment parce que ça nécessite de campagnes de communication pour une meilleure compréhension de tous. Alors que la République démocratique du Congo fait face à une situation de crise, bien qu'elle soit à la table des négociations, faire preuve de prudence reste indispensable. Renforcer les secteurs de la communication et des médias est donc une nécessité. Et puis l'avenue du Flambeau dans la commune de Barumbu est en proie à une dégradation alarmante qui entrave la circulation des véhicules et des piétons. Les usagers, notamment les motocyclistes, expriment leur indignation face à l'inefficacité du programme Kinshasa Zéro Trou. Ils appellent à une réhabilitation urgente de cette artère ainsi que d'autres routes vitales de la capitale, la Gigi Ndende. Accéder au centre-ville en passant par l'avenue du Flambeau est devenu un parcours de combattants. Cette artère connaît actuellement une dégradation avancée. De nids de poules empêchent une circulation fluide. Cette situation préoccupante est principalement causée par le débordement des eaux des caniveaux, ce qui suscite l'indignation parmi les usagers de la route. Cause principale, ingénieur bana kotonga awa. Le premier jour ba ko couler béton to ici bango, bozo tia béton likolo ya caniveau. Ba lobela biso ba n'importe quoi. Oh non, to sali système moko wana mai ko bana kolega nango à l'aise. To ye ko remarquer quelques mois après, mai comme hôtel alors qu'à l'époque mai bana hôtel maté. Les motocyclistes qui sont déjà assujettis à plusieurs taxes pour le transport commencent à exprimer des doutes quant à l'efficacité du programme Kinshasa Zéro Trou. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une injustice face à la détérioration continue des infrastructures routières. Ah, tu foutras ben pour chaque jour 500 taxes. Baloba boy. Bon foutara ben pour impôt en andem de kutunga bino nzela, to sela bino pe ba parking. Ça fait déjà 6 mois mobimba. La population appelle à une réhabilitation urgente de cette artère, mais aussi des autres routes de Kinshasa, afin de garantir une circulation sereine et sécurisée sur des routes en bon état. Les embouteillages à Kinshasa préoccupent au plus haut point les autorités politiques. Une commission technique a été mise en place pour réfléchir en profondeur sur les solutions pour fluidifier la circulation à Kinshasa. Le vice-premier ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba, a réuni les autorités de la police, le gouverneur de la ville de Kinshasa, les représentants de la Fédération des entreprises du Congo et l'intersyndicale des transports et bien d'autres services encore pour des solutions immédiates. Suivez à ce propos le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba.
Nous étions dans une réunion de réflexion sur la question de l'organisation du système de transport, étendu aussi bien sur pour la province de Congo central et Kinshasa, où il y a eu une série de mesures discutables qui ont été mises sur terrain. Et les mesures seront approfondies sur plusieurs commissions. Il y a les amis de la FEI qui sont avec nous, il y a l'intersyndicale, la CNPR et la police, pour pouvoir juguler beaucoup de préoccupations qui se posent par rapport au transport et à la mobilité, non seulement urbaine pour la ville de Kinshasa, mais également, comme je disais tantôt, la province du Congo central. Et je pense que les mesures seront communiquées d'ici là. Et ceci a pour objectif de rendre plus fluide la circulation, mais également organiser tout ce qu'il y a comme désordre qui est en... Toujours en rapport avec ce sujet, nous allons lire un communiqué du ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine. Pour lutter contre les embouteillages et fluidifier la circulation routière à Kinshasa, l'exécutif provincial instaure les mesures suivantes effectives à partir de ce mercredi 21 mai 2025. 1. Restriction des horaires pour les véhicules de 20 tonnes ou plus, les camions remorques, camions de 20 tonnes ou plus transportant des matériaux de construction, ciment, fer à béton, cailloux, sable, bois, grumes, etc., des boissons ainsi que les véhicules de livraison sont autorisés à circuler sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa uniquement de 22h à 5h. 2. Avertissement. Ces mesures sont de stricte application. Tout contrevenant s'exposera aux sanctions prévues en la matière. Autre chose, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise est une association sans but lucratif qui organise chaque année un dîner de gala à l'occasion de la Semaine française à Kinshasa. Cette année, l'événement a pris une dimension particulière avec l'organisation d'un dîner de gala caritatif dédié à une action humanitaire. Présente à cette cérémonie consacrée aux humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, des actions humanitaires et de la solidarité nationale, a exhorté l'assistance à soutenir cette initiative de collecte de fonds en faveur de l'action contre la faim, mais également contre la malnutrition infantile. Rachel Misenga. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a organisé cette année un dîner des galas à l'occasion de la Semaine française à Kinshasa. Présente à cette cérémonie consacrée aux actions humanitaires, Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, a exhorté l'assistance à soutenir cette initiative des collectes de fonds en faveur de l'action contre la faim, une organisation qui lutte notamment contre la malnutrition infantile. Au nom de la solidarité nationale, je vous exhorte d'accompagner ce projet. Quand je vois action contre la faim, peut-être chaque personne peut comprendre à sa façon. Tout est là. Nous sommes tous concernés directement ou indirectement. Et j'apprécie et je remercie aussi les organisateurs. En tant que gouvernement central, je suis très fier d'être là. Quand je vois il y a des personnes qui s'impliquent pour accompagner notre gouvernement, ça montre que vous aimez notre président de la République. Bertrand Bisengimana Muyongo, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, a remercié Nathalie Aziza Mounana pour sa présence et l'attention particulière qu'elle a accordée à ces dîners des galas caritatifs dédiés à cette noble cause. Chaque année, nous organisons un dîner de gala à l'occasion de la Semaine française de Kinshasa. Cette année, nous n'avons pas été en mesure de l'organiser. Proposer au conseil d'administration d'organiser un dîner de gala caritatif au sujet d'une action humanitaire, et le conseil d'administration a porté son choix sur l'organisation non gouvernementale Action contre la faim, qui a été fondée en France en 1979. Voilà. Alors pour cette occasion, je voudrais remercier son Excellence Madame Nathalie Aziza Mounana,
ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, pour sa présence à notre dîner de gala caritatif. Créée en 1987 à l'initiative des opérateurs économiques congolais et français, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise met son expertise et son expérience au service du développement au secteur privé. Le territoire d'Aru sera bientôt bénéficiaire de la réhabilitation d'une de ses importantes routes, celle reliant l'Ituri au Haut-Ouélé. C'est ce lundi 19 mai que les travaux pour sa rénovation ont été lancés et seront exécutés par l'entreprise Maïchani Amungu. Devant la population, la notabilité de la place a baptisé cette voie de Luboya Kashama Johnny. Longue de 113 km, la route provinciale numéro 434, située en territoire d'Aru, verra bientôt peau neuve grâce à la réhabilitation qui va connaître cette voie d'importance capitale pour l'Ituri. Les travaux vont s'étendre du rond-point Kamaka passant par Laïbo et Dipi jusqu'à Kitambala et Ndindi. La mise en place de ces projets de 12 mois vient de mettre fin au calvaire des usagers de cette artère. C'est une première fois qu'on apprenne un projet aussi de telle envergure qui passera à travers la chefferie de Kalikobomi. Donc nous sommes très contents par rapport à ces projets que le gouvernement a traité et réalisés. Je voudrais sincèrement remercier le gouvernement provincial parce que depuis que l'administration a commencé, nous n'avons jamais appris parler de cette route. C'est juste sous état de siège que nous l'apprenons. C'est pourquoi nous voulons remercier toutes les autorités de l'état de siège, à commencer par son Excellence, Monsieur les gouverneurs, militaires. Ça a fait la joie parce que lorsque l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur, a respecté à sa promesse, et puis aujourd'hui voilà la réalisation concrète sur le terrain tel que le lancement vient de passer. Et puis vous êtes témoin, et si ce n'est que vraiment lui dire félicitations et puis le remercier sincèrement au fond du cœur par rapport à ce qu'il a honoré vraiment sa promesse. Une autre liesse provient du chef de la chefferie des Kaliko-Omi, entité bénéficiaire. Accompagné de l'administrateur adjoint du territoire d'Aru, c'est les conseillers du gouverneur de province en charge des infrastructures, le capitaine Yanoula Alimas, qui a lancé officiellement les débuts des travaux de réhabilitation de cette route provinciale. On procède à la coupure du repas symbolique pour le lancement des travaux de réhabilitation de la route qui part du rond-point Kamaka jusqu'en Zizi. Signalant que ces projets s'ajoutent parmi tant d'autres dissimulés dans les 5 territoires financés par l'administration militaire sous la bonne gouvernance du lieutenant général Luboya Kashama Johnny pour la sécurité et le développement de la province. L'actualité, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Le Mozambique et l'Angola ont signé un ensemble de 5 accords sectoriels, transport, culture, action sociale, tourisme, visant à dynamiser leurs relations bilatérales établies il y a 50 ans. À cette signature effectuée par des représentants des deux gouvernements a fait suite à une rencontre entre les présidents Daniel Chapo et Joao Lourenço. À ces accords, notamment celui relatif à l'aviation, favoriseront l'accélération du développement économique bilatéral. Suivez. L'Angola et le Mozambique ont signé le vendredi 16 mai 2025 5 accords de coopération dans le domaine du transport, de la culture, de l'action sociale et du tourisme. Ces instruments juridiques visent à renforcer les relations bilatérales qui durent 50 ans suite à une réunion entre le président Joao Lourenço et Daniel Chapo. Ces derniers s'est félicité de ces accords, notamment dans l'aviation, soulignant qu'ils vont accélérer les développements économiques dans les deux pays. De même, le président Joao Lourenço a annoncé la création par son exécutif d'un comité technique de suivi. Ce comité aura pour rôle de s'assurer que les protocoles d'accord signés avec le Mozambique soient bien formalisés et mis en œuvre. Selon la Chambre de commerce et d'industrie l'Angola-Mozambique, en 2024, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint la valeur dérisoire d'environ 10 millions de dollars, soit 8,9 millions d'euros. À présent, nous allons faire la lecture des différents journaux qui ont paru ce 20 mai dans la ville de Kinshasa. Place à la revue de presse.
Bonsoir. Ouvrons cette revue avec le potentiel. Le quotidien disserte sur la convocation de Joseph Kabila à la commission du Sénat. Pour le journal, ceci marque un tournant décisif dans la politique congolaise. Alors que cette procédure est perçue comme une opportunité de dialogue, elle soulève des interrogations sur les motivations politiques et le respect des droits fondamentaux. L'invitation à se présenter devant le Sénat pourrait être interprétée comme un pas vers la transparence et la responsabilité. Cependant, les indiscrétions laissent entendre que la Chambre haute du Parlement s'appuiera uniquement sur les textes légaux pour décider du sort de Kabila. Cela soulève la question de la véritable intention derrière cette démarche. Est-ce un acte de justice ou une manœuvre politique visant à affaiblir un adversaire, s'interroge le tabloïd. Le Sénat ne jure que par l'arrestation de Joseph Kabila, écrit le journal La Percée, qui ajoute que le sort du sénateur à vie est déjà scellé. Dans une autre affaire de justice, affaire Bukanga Lonzo, le phare s'interroge, Kamuleta va-t-il siffler la fin des prolongations? Le procès de Matata et consorts tient l'opinion congolaise en haleine depuis 2021. Le tout avait commencé par le rejet par la plénière du Sénat de la requête du procureur général près la Cour de cassation demandant la levée de ses immunités. Le second épisode fut le dépôt d'une nouvelle requête, cette fois par le procureur général près la Cour constitutionnelle au bureau du Sénat. En l'absence des sénateurs en vacances parlementaires, cette instance avait donné son feu vert à la levée des immunités du précité. Mais la Cour constitutionnelle, à la suite des observations des avocats de Matata, lui demandant de se dessaisir du dossier pour cause d'incompétence à juger un ancien Premier ministre, l'avait envoyé à la Cour de cassation. Puis, comme dans un tour de passe-passe, la Cour constitutionnelle s'était ressaisie pour s'estimer compétente en 2023 à engager des poursuites judiciaires contre Matata, ce qui fut fait. Le flottement a duré pratiquement 2 ans avant que la Cour constitutionnelle ne rouvre le dossier en 2025. Même alors, on est allé de report en report. Est-ce vraiment l'atterrissage tant attendu ce mardi 20 mai? Rien n'est moins sûr, écrit le phare. Pour Forum 2As, l'affaire Bukanga Lonzo part sur un mauvais départ et un risque élevé de scandale. Bouclons cette revue avec Info 27 qui met à la une réflexion pas encore coulée en décision publique. Circulation alternée à Kinshasa, une mesure cosmétique qui cache mal l'agonie urbaine, titre le journal. L'autorité urbaine de Kinshasa a décidé de désengorger une capitale asphyxiée par les embouteillages. Les automobilistes devront rouler un jour sur 2 selon que leur plaque est paire ou impaire. Une décision à la fois simpliste et symptomatique d'une gestion en pilotage automatique, car à défaut de s'attaquer aux causes structurelles de la paralysie, urbanisme anarchique, voirie délabré, transport public inexistant, l'hôtel de ville choisit la facilité, à savoir punir les usagers au lieu de construire des solutions. Fin de cette revue de presse. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Je vous rappelle les différents titres. Le verdict de l'affaire Bukanga Lonzo est enfin tombé. L'ex-premier ministre Matata Ponyo a été condamné à 10 ans de travaux forcés, à son inéligibilité pour 5 ans et son arrestation immédiate par la Cour constitutionnelle. Et puis les usagers de l'avenue du Flambeau dans la commune de Barumbo lancent un cri d'alarme quant à l'état de dégradation avancée de cette route, une situation qui entrave la circulation des véhicules et piétons. Enfin, à l'international, afin de dynamiser leurs relations bilatérales établies il y a 50 ans, le Mozambique et l'Angola ont signé un ensemble de 5 accords sectoriels. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.